Il y a 50 ans, la NASA a découvert quelque chose sur Mars qui aurait choqué le monde entier si elle vous en avait parlé. La mission s'appelait Viking, une paire d'atterrisseurs jumeaux dont le principal objectif était de rechercher la vie extraterrestre sur la planète rouge, et il s'agissait du tout premier atterrissage réussi sur Mars. Ce que Viking a découvert là-bas allait déclencher une controverse qui fait rage au sein de la NASA jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a effectivement trouvé des signes de vie. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Et il y a une raison étrange pour laquelle les Martiens n'ont jamais fait leur apparition dans vos manuels scolaires. D'abord, il faut savoir que la NASA vivait une période étrange au milieu des années 70. Les missions Apollo sur la Lune venaient de finir, la course à l'espace contre l'Union soviétique était remportée et l'agence spatiale américaine devait maintenant décider de la suite. Mais il y avait un gros problème. Avec la fin de la rivalité de la guerre froide, le financement de la NASA a été massivement réduit. Le plan initial des années 70 s'appelait Programme d'application Apollo. C'était censé être une extension des atterrissages lunaires qui devaient nous mener vers la prochaine grande destination de notre système solaire, Mars. Et la NASA utiliserait tout ce qu'elle venait d'apprendre sur la Lune pour envoyer des gens sur la planète rouge. Malheureusement, les nouvelles contraintes budgétaires ont rendu cette idée impossible à poursuivre davantage. Mais Mars nous appelait toujours et le besoin humain d'exploration demeurait. Alors, un nouveau plan a été élaboré. Au lieu d'une grande mission, la NASA lancerait 2 petits véhicules, tous 2 identiques, chacun composé d'une sonde en orbite et d'un atterrisseur robotique. Cela leur donnerait 2 chances de réussir et l'opportunité d'explorer plusieurs régions de Mars en même temps. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'à cette époque, la planète rouge restait un endroit très mystérieux. Nous savions à quoi elle ressemblait de loin, mais il n'y avait aucune information concrète sur ce que l'on trouverait à la surface. La première sonde de la NASA à survoler Mars fut Mariner 4 en 1965. Lors de son passage, Mariner a renvoyé 22 images floues en noir et blanc de la surface de la planète. En 1971, la NASA a lancé une deuxième sonde, Mariner 9. Elle allait devenir la première sonde à se placer en orbite autour d'une autre planète. Mariner 9 fonctionnerait assez longtemps pour cartographier presque toute la surface de Mars. Elle a découvert les tempêtes de poussière globale de la planète, constituant la base d'informations utilisée par la NASA pour concevoir la mission Viking. Donc, à cette époque, il s'avère que Mars semblait être une planète désertique et stérile. L'idée de trouver des petits hommes verts avait disparu depuis longtemps, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait plus rien de vivant. Il était clair, d'après les images satellites, que de l'eau avait coulé sur Mars à un moment donné dans un passé lointain. Il pouvait se voir des formations qui ressemblaient indéniablement aux canyons et aux deltas fluviaux de la Terre, ce qui signifiait qu'il y avait eu une époque où nos 2 planètes n'étaient pas si différentes. Rien n'indique que l'eau ait soudainement disparu de la surface martienne. En théorie, elle se serait retirée lentement sur des centaines de millions d'années, donnant ainsi à la vie de nombreuses occasions de s'adapter et d'évoluer face aux changements climatiques. Les instruments à bord des atterrisseurs Viking ont été conçus pour étudier 5 piliers scientifiques clés, le plus important étant de déterminer s'il y a ou s'il n'y a jamais eu de la vie sur Mars. Merci à ZocDoc de nous aider à mieux prendre soin de notre santé. Le 20 août 1975, Viking 1 a été lancé à bord d'une fusée Titan Centaur depuis Cap Canaveral en Floride. Viking 2 a suivi le 9 septembre. L'idée était que Viking 1 tenterait d'atterrir en premier, puis, qu'il réussisse ou non, les ingénieurs de la NASA pourraient utiliser cette expérience pour affiner leur approche avec Viking 2. Les sites d'atterrissage avaient été choisis grâce aux images de Mariner 9, l'un dans Crise Planitia, l'autre dans Utopia Planitia. Ce mot signifie plaine plate ou zone basse, mais nous l'utilisons spécifiquement lorsque nous parlons d'autres planètes et lunes du système solaire. C'est une façon de distinguer si vous parlez d'un endroit sur Terre ou d'un endroit dans l'espace. Cela nous indique que la NASA cherchait l'endroit le plus sûr possible pour atterrir. Rappelez-vous qu'ils n'avaient que des photos de Mars prises de très loin, donc ils n'avaient aucune idée de la texture de la surface. Cela pouvait être du sable désertique lisse ou des roches volcaniques déchiquetées. Ces atterrisseurs avaient coûté plus de 600 millions de dollars à concevoir et construire dans les années 70. Voici un contexte financier. Chaque mission lunaire habitée coûtait environ la moitié de ce montant,
tandis que les unités Viking de détection de vie atteignaient 300 millions de dollars. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait se permettre de rater. Le 19 juin 1976, après un voyage de 11 mois dans l'espace, Viking 1 est arrivé en orbite martienne. Dès lors, l'orbiteur image la surface pour préciser le site d'atterrissage sur Cris Planitia. À cette distance, un signal de Viking mettra 19 minutes pour atteindre la Terre. Donc, le 20 juillet, lorsque le premier atterrisseur s'est séparé de son orbiteur et a commencé la descente vers Mars, tout devait être contrôlé de façon autonome par un ordinateur compact des années 70. C'était vraiment quelque chose d'important. Bien que les modules lunaires Apollo aient eu des ordinateurs de vol, ils faisaient souvent des erreurs, et c'est généralement le pilote humain qui assurait un atterrissage réussi. Beaucoup reposaient sur ce système automatisé et une tâche difficile à accomplir. Après avoir quitté l'orbite grâce à ses propulseurs, l'atterrisseur entre dans l'atmosphère martienne avec un bouclier aérodynamique et thermique pour se protéger et ralentir. Pendant ce temps, l'enquête scientifique a déjà commencé. L'atterrisseur analyse activement les conditions de la haute atmosphère en traversant le ciel martien en flammes. La NASA avait déjà une bonne indication que l'atmosphère de Mars allait être ténue. Il n'avait vu que des tempêtes de poussière durant des mois, jamais de nuages à la surface. Donc, il n'est pas surprenant que même après une chute libre jusqu'à une altitude de 6 km, Viking 1 se déplaçait encore à 8 fois la vitesse du son. C'est alors que les parachutes se sont ouverts. En environ 45 secondes, l'atterrisseur avait ralenti à un peu plus de 200 km/h. C'est le mieux que les parachutes puissent faire sur Mars. Ils ne peuvent pas vous ralentir suffisamment pour un atterrissage en toute sécurité. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour offrir de la résistance. Donc, à une altitude d'1,5 km, les parachutes se détachent et les moteurs d'atterrissage s'allument. Viking possède 6 propulseurs d'atterrissage disposés en 3 groupes de 2 autour du bord de la plateforme. Cela a été fait pour répartir les gaz d'échappement sur une zone plus large et réduire les perturbations au sol. Après encore 40 secondes, l'atterrisseur a ralenti jusqu'à seulement 8 km et demi par heure et le premier contact est établi avec la surface martienne. Les pieds sont équipés de petites sondes intégrées qui dépassent du pied, donc une fois que la sonde est repoussée par le sol, cela déclenche l'arrêt des moteurs. Ensuite, il y a une dernière chute et un impact avec la surface qui est amorti par des amortisseurs dans les pieds d'atterrissage. 25 secondes après l'atterrissage, Viking 1 a commencé à transmettre sa première image de la surface martienne. Si vous vous demandez comment des images comme celle-ci ont été envoyées de Mars vers la Terre dans les années 70, c'est une question légitime. Ces caméras étaient très différentes de toutes celles que vous avez utilisées, mais fonctionnaient comme un télécopieur que vous n'avez sans doute jamais utilisé si vous avez moins de 40 ans. Mais elles scannaient l'image de haut en bas en fines lignes verticales, convertissant la lumière en fréquences électriques et se déplaçant de gauche à droite jusqu'à ce qu'elles aient scanné l'image entière. C'est pourquoi vous remarquerez ces barres verticales et perturbations sur certaines images. Ensuite, les fréquences sont transmises vers la Terre à l'aide d'ondes radio où elles sont reconverties en lumière qui est exposée sur un négatif photo, puis imprimée sur du papier en utilisant le même procédé que dans ces anciens laboratoires Photo Express. Et c'est ainsi qu'en 1976, nous avons découvert que Mars ressemblait à ça. Le site d'atterrissage de Viking 1 s'est avéré être une combinaison de sable désertique et de roches volcaniques anguleuses. En voyant les lieux, il est incroyable que cet engin ait pu atterrir sans basculer. Aussi impressionnantes que soient ces images de la surface, la vraie question demeurait. Le module de détection de la vie de Viking a utilisé 3 expériences distinctes pour tenter d'identifier des signes de microbes extraterrestres. Elles commencent toutes par un bras robotique qui s'étend depuis la plateforme d'atterrissage, puis s'incline vers le bas et prélève une petite quantité de matériaux. La pelle était ensuite placée dans un mini-laboratoire scientifique robotisé à l'intérieur de l'atterrisseur. Le premier test s'appelle l'expérience d'échange gazeux. Il s'agit essentiellement de donner au sol martien une goutte d'eau contenant quelques nutriments dissous. Et ensuite, il surveille l'apparition de nouveaux gaz libérés par l'échantillon. L'idée étant que si des microbes consomment les nutriments et boivent l'eau, ils vont produire un sous-produit de cette consommation. En gros, ils éructent, ils pètent, ce genre de choses. Le résultat de ce test a été positif avec la libération d'oxygène et de dioxyde de carbone à partir de l'échantillon.
C'est prometteur, mais il pourrait s'agir d'un faux résultat provenant du dioxyde de carbone et de l'oxygène déjà présent dans l'échantillon qui aurait simplement été libéré par la fonte du halo. Ensuite, il y a l'expérience de libération pyrolytique. Il s'agit essentiellement d'exposer l'échantillon au dioxyde de carbone et à la lumière UV pour rechercher toute trace de photosynthèse, c'est-à-dire la façon dont les plantes extraient l'énergie de la lumière du soleil. Le résultat de ce test a été un léger signal positif, mais sans indication forte. Et ensuite, le numéro 3 est l'expérience de relargage marqué. Ceci est une version plus précise de la première expérience. Elle utilise également une goutte d'eau avec des nutriments dissous, mais cette fois, la nourriture a été exposée à une faible dose de rayonnement. Donc, l'idée est que si l'échantillon libère du gaz dioxyde de carbone après avoir été exposé à l'eau et que ce gaz présente des signes de radioactivité, alors cela doit avoir été créé par les nutriments qui sont directement transformés en gaz, et la seule chose qui pourrait faire cela serait un organisme biologique vivant. Le résultat de ce test sur Viking 1 a été nettement positif. Cela signifie essentiellement que les extraterrestres sont confirmés. Et lorsque Viking 2 a atterri sur Utopia Planitia en septembre 1976, il a effectué exactement la même série d'expériences et il a obtenu exactement les mêmes résultats. Résultats positifs pour la vie. Mais alors, pourquoi tant de gens n'en ont-ils jamais entendu parler auparavant? Et pourquoi tous les manuels de science disent-ils qu'il n'y a pas de vie sur Mars? Eh bien, les 3 expériences dont nous venons de parler ont été conçues pour identifier les sous-produits de la vie, ce qui est nécessaire pour confirmer que quelque chose est réellement vivant en ce moment. Mais il y avait une autre expérience à bord de Viking appelée le spectromètre de masse à chromatographie en phase gazeuse, et celle-ci sert à détecter les éléments constitutifs de la vie. Maintenant, en théorie, si vous avez la bonne base et que vous obtenez un résultat positif, alors ce qui manque au milieu doit être des micro-organismes extraterrestres. La façon dont le chromatographe en phase gazeuse faisait cela était de prélever un échantillon de sol et de le chauffer à une température de 500 degrés Celsius. Cela vaporiserait l'échantillon, puis le spectromètre de masse identifierait toutes les différentes molécules et composés présents dans la vapeur. Ce que nous espérons trouver ici, ce sont des molécules organiques. C'est essentiellement toute combinaison d'atomes d'hydrogène et de carbone. Plus précisément, de longues chaînes de carbone et d'hydrogène reliées. Ce sont les structures à partir desquelles toute vie biologique est construite. Et c'est la seule chose que ni l'atterrisseur Viking 1 ni l'atterrisseur Viking 2 n'ont pu trouver. Pas de composés organiques, pas de vie. Du moins selon les paramètres de l'expérience de la NASA qui était volontairement stricte et ne laissait aucune place à l'interprétation. Parce que la dernière chose que la NASA voulait faire, c'était d'aller voir le public et de dire « Eh, on est presque sûr qu'il y a probablement des extraterrestres vivants sur Mars ». Une déclaration comme celle-là aurait des effets très profonds sur la compréhension humaine de la vie telle que nous la connaissons et de notre place dans l'univers. Et à cause de cela, il n'y avait pas de place pour l'entre-deux. Soit les résultats étaient positifs à 100% sur toute la ligne, soit le résultat était simplement considéré comme non concluant. Bien que l'homme qui a conçu l'expérience de libération marquée pour Viking, le docteur Gilbert Levine, croyait fermement avoir vu des preuves claires de vie dans les résultats et est resté convaincu de cela pour le reste de sa vie. Ce que je trouve le plus intéressant dans tout cela, c'est que, dans les 5 décennies qui ont suivi Viking, la NASA a envoyé 5 autres atterrisseurs sur Mars et aucun d'entre eux n'a jamais tenté de reproduire l'expérience de libération marquée. Personnellement, je trouve ça un peu étrange. Et pour rendre les choses encore plus étranges, les rovers envoyés ensuite par la NASA ont bel et bien identifié des composés organiques sur Mars. Le rover Curiosity a fait cette découverte pour la première fois en 2014. Il a trouvé un hydrocarbure appelé chlorobenzène, préservé à l'intérieur d'un échantillon de roche martienne. Puis en 2018, le même rover a découvert encore plus de traces de cette matière dans un échantillon de roche argileuse. En 2025, Curiosity a aussi découvert des hydrocarbures à longue chaîne dans un autre échantillon de roche argileuse. Celles-ci étaient incroyablement similaires aux structures organiques qui servent de base aux acides gras. Pensez aux oméga 3 et aux oméga 6. Et il est largement admis que les acides gras étaient un ingrédient clé dans la soupe primordiale qui a donné naissance aux premières molécules organiques ici sur Terre.
Donc, vous avez des hydrocarbures ou des glucides mélangés avec des graisses, ajoutez un peu de protéines et vous obtenez un régime équilibré pour un organisme vivant. Donc, lorsque la NASA a conclu en 1976 que Mars ne possédait pas les éléments de base pour la vie, ils se sont trompés. Et s'ils ne s'étaient pas trompés, alors ils auraient déclaré à l'époque, sur la base des expériences qu'ils menaient, qu'il y avait de la vie sur Mars. Que cela signifie-t-il pour nous? Je pense qu'il faut retourner sur Mars et chercher plus sérieusement. Et si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites-le vous-même. Alors, voici à quoi ressemblera réellement une ville humaine sur Mars. Cliquez sur la vignette à l'écran maintenant.